Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs montait sur la scène du Moscone Center pour présenter l'iPhone qui allait changer à jamais non seulement et profondément l'industrie du mobile, mais osons le mot, la face du monde. Alors, ce téléphone était-il si révolutionnaire qu'on l'a prétendu à l'époque ? Retour sur l'extraordinaire saga de l'iPhone, première partie. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio d'On refait le Mac, dans le studio de l'école 42 qui nous accueille désormais chaque semaine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion. Vous pouvez également nous retrouver sur iTunes en une version audio et une version HD, sans oublier notre application iOS pour iPhone, iPad et Apple TV. Enfin, vous nous retrouvez également, si vous aimez les réseaux sociaux bien sûr, sur Twitter, le compte On refait le Mac et la page Facebook On refait le Mac, sans oublier le groupe pour partager et réagir à nos différentes vidéos. Avec comme chroniqueur cette semaine pour commenter, pour fêter avec nous les 10 ans de l'iPhone en plateau à mes côtés, Thierry Derouet, un vieux briscard de la tech. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, et puis bon anniversaire. Bonne année, on a encore le droit de le dire, on a 6 mois pour le dire. Ouais. Autre, pas encore patron de rédaction, mais elle y travaille, une historique également d'On refait le Mac. La tout cœur de cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Eh bien écoute, ça va bien, on démarre l'année tranquillement. La Fanny's Party, ça se passe bien ? Écoute, bah oui, hier on était 200 et on avait 10 paires de HoloLens. On a fait plein de tests rigolos sur les hologrammes. Cap sur la réalité virtuelle avec Fanny, très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une émission avec du matériel Apple dessus, on verra. On en parlera peut-être dans le busomètre un peu plus tard tout à l'heure. Autre historique d'On refait le Mac, un responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je trouve que tu commences bien bizarrement cette année 2017 avec On refait le Mac. Je te rappelle que Steve ne fêtait jamais les anniversaires et ton premier numéro va être un anniversaire. En 10 ans, je trouve que tu as bien changé. Oui, mais je ne travaillais pas chez Apple, donc je fais ce que je veux, Monsieur X. Autre habitué d'On refait le Mac, il s'agit bien sûr de Gonzague d'Ambricourt, de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague, bonne année. Salut Olivier, merci beaucoup, à toi aussi. Ça va bien ? Ouais. Tu glisses toujours avec les voitures sur la glace en ce moment ? Allez voir son compte Twitter, vous comprendrez. J'aimerais même y retourner tellement c'était bien. Bon, très bien. On fait ça l'année prochaine. D'accord, donc il faut que tu m'appelles les braquages et contre-braquages, hein. C'est ça le principe. Un coup à gauche, un coup à droite, mais c'est tout un art. Et dernier chroniqueur, un autre historique d'On refait le Mac, on l'appelle bien sûr le rédacteur en chef de Clubic et partenaire média de cette émission, Monsieur Julien Gay. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Ça va bien, quel temps fait-il à Lyon ? Ah écoute, aujourd'hui il a fait plutôt très beau, hein. Très belle journée, du soleil très tôt, c'était magnifique. Bon, et enfin dernier invité, un spécialiste de tout l'écosystème du mobile. Il s'agit de Christophe Romeilly de Service Mobile. Bonjour Christophe. Bonsoir Olivier, salut. On ne pouvait pas faire l'impasse sur toi pour une émission consacrée à l'iPhone, bien sûr. Eh ben c'est sympa, merci. On commence tout de suite avec le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, regardez, cette semaine, c'est 78,2. C'est le nombre en millions d'iPhone vendus par Apple lors du dernier trimestre fiscal. Une bonne surprise, donc l'iPhone progresse 4 millions de plus par rapport au trimestre de l'année dernière. L'iPhone 7 se vend mieux que l'iPhone 6S. Et c'est plutôt l'iPhone 7 Plus qui tirait son épingle du jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ? On va peut-être commencer par Monsieur X. On a été les premiers à pointer du doigt entre guillemets, le peu d'innovation que proposait Apple ces derniers temps et surtout l'augmentation des prix. Et pourtant, ça continue à progresser, Monsieur X. Oui, absolument. On a longtemps débattu, et pas que nous d'ailleurs, sur un petit peu ces deux mauvais anges qui se sont penchés sur l'iPhone. Un manque relatif d'innovation par rapport à ses concurrents et par contre des prix qui restent stables, voire très stables, voire plus forts. Et cette combinaison de ces deux mauvais ingrédients nous laissait à penser que les ventes ne seraient pas au rendez-vous. On a été détrompé par ces chiffres, ça c'est une bonne nouvelle pour Apple. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un iPhone 7 ou 7 Plus entre les mains, on se dit « Waouh, ce produit il est quand même super ». Moi je trouve le niveau de finition notamment bien meilleur que la génération d'avant, voire que les générations d'avant. Ouais.
Thierry, en plateau, ce qui semble vraiment faire la différence et booster le 7 cette année, c'est la présence de 2 capteurs photo au dos de l'iPhone 7 Plus. Hein. Oui, c'est pas forcément lui qui s'est le mieux vendu. Hein. Oui, mais c'est lui qui progresse le plus. Oui. En termes de vente. Ouais, alors, Oui, ce qui est Fanny. bizarre, c'est que c'est pas le plus intéressant finalement sur l'iPhone, parce que le deuxième capteur, il sert quasiment à rien comparé au Huawei, il est vraiment en dessous. Ça fait un peu gadget. Non, moi je crois que le truc qui est vraiment top, c'est qu'il soit étanche. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que les gens ont regardé différemment l'iPhone 7. Peut-être en prétextant la présence du deuxième capteur. Je ne savais pas qu'il ne sert à rien. L'effet bokeh progresse, mais moi j'en suis plutôt content depuis quelques semaines maintenant. Mais je pense que c'est un argument de vente. Après, est-ce que les gens l'utilisent ? On verra dans le temps. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, Christophe, c'est le chiffre de la part de marché d'iOS en France, qui a été publié par l'Institut Kantar il y a quelques jours maintenant. 24,3% de part de marché d'iOS en France. Je suis resté un peu stupéfait par ce chiffre entre septembre et novembre 2016. Donc ça correspond bien à la fin de vie de l'iPhone 6S et l'arrivée de l'iPhone 7. Encore une fois, c'est un chiffre surprise. Alors qu'encore une fois, la politique tarifaire était assez élitiste. L'iPhone progresse de près de 6,5 points en France. Encore une fois, est-ce que ça t'a surpris de ton côté, Christophe ? Absolument pas. Non, je pense que la taille, la forme de l'écran, la taille de l'écran et donc quand on regarde un peu les usages et les sondages des mobinautes, ils veulent acheter des écrans plus grands. Donc ça, c'est un premier point. L'écosystème, l'écosystème est extraordinaire. Et donc non, je suis pas du tout étonné que ça progresse. En plus, Microsoft est parti, donc oui, il en reste plus que 2. Oui. Et Android, l'expérience est loin d'être linéaire, surtout sur bon nombre de mobiles. Julien, Microsoft, c'est vrai, occupait une belle part de marché en France. Il a tendance à disparaître de plus en plus. Hein. Oui, aujourd'hui, la gamme Lumia n'existe pour ainsi dire plus. D'ailleurs, tiens, ce serait intéressant de regarder si sur le store Microsoft français, il y a encore des Lumia en vente. Peut-être, mais c'est pas certain. Et aujourd'hui, ce qui avait fait la force de Windows Phone ou Windows Mobile en France, c'était le prix d'achat qui était assez compétitif et qui avait permis à Microsoft de s'imposer sur le marché français, peut-être à compte courant d'autres marchés. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisque leur offre a été grandement rationalisée, voire tronquée. Du coup, la présence de Microsoft sur ce marché est anecdotique pour le moment. Et Apple a pris la place. De ton côté, Gonzague, c'est des chiffres qui t'ont étonné. On a beaucoup pointé du doigt la tarification d'Apple. On sait qu'il y a une vraie difficulté de pouvoir d'achat en France. Et pourtant, Apple progresse. Mais les gens se sont aussi rendus compte avec l'avènement de mobiles haut de gamme de la concurrence comme le Google Pixel et les divers Samsung que ça coûtait cher d'avoir un bon téléphone. Donc aujourd'hui, plutôt que de taper juste sur Apple qui était la marque à vendre un produit très très cher, nous on se rend compte, il faut sortir 700-800 € si tu veux un téléphone un peu dingue. Et c'est pas que Apple qui le fait. Et les chiffres de satisfaction client d'Apple aux États-Unis sur les iPhones, iPad et tout ça sont incroyables. Tout est au-dessus de 90%. Donc ça veut dire que les gens sont très susceptibles de renouveler leur smartphone, de le recommander et qu'ils en sont contents. Donc, bonne base client. On parle justement de renouvellement. Est-ce que c'est pas aussi les phénomènes qui peuvent expliquer, Thierry, le boost qu'a enregistré l'iPhone 7 par rapport au 6S ? On arrive à un cycle de renouvellement de l'iPhone 5, de l'iPhone 6 de première génération, qui a aussi certainement joué. D'abord, il y a un phénomène d'essoufflement des anciens modèles. À partir de l'iPhone 6, il commence déjà à montrer des signes de faiblesse, notamment au niveau de la mémoire, avec certaines applications. La mémoire embarquée, pas la mémoire RAM. Tout à fait. Ouais. Et puis surtout, il faut quand même prendre en considération effectivement qu'il y a une forte appétence de la part des consommateurs d'iPhone de le renouveler régulièrement, soit tous les 2, soit tous les 3 ans. Donc ça fait quand même une belle base installée qui se renouvelle. Ouais. Je n'ose imaginer ce qui serait passé s'ils avaient vraiment cassé le design et proposé un nouveau modèle, à ce rythme-là. Ça veut rien dire, Ouais. Parce que nous on se lasse, mais est-ce que les consommateurs se lassent ? Ça c'est une autre question. Ouais, en tout cas, ça semble donner raison à Apple d'avancer et d'avoir ralenti un petit peu le rythme de renouvellement. Je vous rappelle que tous les 2 ans, l'iPhone évoluait, c'est pas le cas cette année. On aura la réponse pour les 10 ans de l'iPhone, c'est cette année, justement en juin ou en septembre de cette année, avec l'iPhone 8 dont on parlera dans le busomètre. Place maintenant au 9 janvier 2007.
et l'arrivée, que dis-je, de l'iPhone. Séquence nostalgie, souvenez-vous, nous étions le 9 janvier 2007. J'étais à Cupertino, j'étais à Moscone Center, j'étais à San Francisco. C'est en séquence émotion. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Un téléphone, un iPod, un système de communication embarqué, Monsieur X, c'est de loin certainement la meilleure keynote de Steve Jobs. La meilleure keynote, alors ça c'est une question de goût et de couleur, hein. Pour moi non. Ouais. C'est une question d'émotion, toi tu y étais, donc elle a saveur spéciale. Pour moi par exemple ça restera celle de la présentation du Power Mac G4 Cube, mais c'est un rapport au produit, Ils en ont vendu un peu moins, Monsieur X. Mais bon, oui. Je te coupe, Monsieur X, mais pour moi, il y avait vraiment une atmosphère particulière lors de cette keynote, parce que d'abord, j'y étais, c'est vrai, tu as raison, mais dès qu'on est arrivé le matin très tôt pour avoir des places très proches de la scène, pour être pas trop loin et faire des photos correctes de Steve Jobs et des vidéos correctes, on a senti une atmosphère particulière. Ceux qui nous encadraient de manière un peu ferme, hein, tu le sais, Monsieur X, de la presse notamment à l'époque, on l'appelait la commandanture, c'est pas pour rien, étaient vraiment surexcités. Vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin voilà, ils se lâchaient, on n'avait jamais vu ça. On sentait qu'il y avait quelque chose en préparation. Puis on a vu débarquer Steve Wozniak, on a vu débarquer Al Gore, on a vu débarquer l'épouse de Steve Jobs et ses enfants qu'on n'avait jamais vus auparavant pour une annonce d'Apple, ou quasiment. Et on s'est dit, waouh, il est en train de se préparer quelque chose. L'ensemble des journalistes étaient un peu en excitation et commençaient à dire. Il y avait toutes les télés américaines et il se passait vraiment quelque chose de particulier. Et du coup, Thierry, le CES, il a carrément fait pchit. Hein. Ah bah moi je m'en souviens puisque j'avais un journaliste qui était sur place au Moscone Center et puis surtout une belle équipe qui était au CES. Ouais, toute l'équipe était au CES. Tout le monde avait envoyé des équipes donc on avait l'air pour suivre le CES, qui était normal. Un peu l'air d'une bande de baltringues parce qu'il faut dire qu'on n'était pas forcément là où il y avait l'événement, notamment avec on avait un dispositif vidéo et là on ne l'avait pas chez Apple. Ouais. Et on sentait que c'était extrêmement préparé. Hein. Il sentait bien qu'il voulait marquer son temps, comme avait pu marquer son temps, on va pas dire le monde, mais un petit peu quand même, avec le recul. On n'a pas imaginé qu'il y aurait un tel impact, très honnêtement, hein, à chaud en tout cas. Mais Monsieur X, on sentait que Steve Jobs était extrêmement appliqué et qu'il voulait vraiment marquer les esprits par son phrasé, par son rythme de parole. Et vous avez vu dans ces images, c'était assez impressionnant, Monsieur X, quand même.
Ouais, à un tel point même que quand on regarde ce keynote, c'est peut-être celui qu'il a fait où il est le moins naturel, où il est le plus ses notes. Hein. Il avait toujours ses fiches avec lui, hein, en bon professionnel. Et il nous a répété sans cesse à l'envi son message produit. Ceci est un device qui fait 3 choses, un accès à Internet, de la téléphonie et de la musique. C'en était même un petit peu drôle. Bon, il a changé la face du monde pour toujours, c'est ça qu'il faut retenir. L'industrie du mobile, c'est sûr. Surtout qu'on ne s'attendait pas à voir arriver cette petite chose. Là, on voit la différence entre le premier iPhone 2007 et 10 ans plus tard avec l'iPhone 7 Plus. On ne s'attendait pas à avoir un produit de cette nature. Il y avait déjà eu une première tentative, monsieur d'Apple, avec Motorola. Oui, alors c'était pas vraiment une tentative, c'était un partenariat entre Motorola et Apple. Il faut savoir qu'à l'époque, avant 2007, Apple était à son apogée des ventes d'iPod. Et puis la grande question, c'était quel est le futur de l'iPod. Et on voyait arriver de partout des téléphones qui embarquaient de la musique. Donc chez Apple, on se doutait bien, on savait que... Ça allait dans le sens de l'histoire. Ouais, ça allait dans le sens de l'histoire. Donc le sens de la musique embarquée, le futur de l'iPod, c'était un téléphone qui ferait de la musique. Et c'était même très fortement ce que poussait Sony, hein, tout simplement parce que personne ne s'imaginait avoir dans les années à venir, quand on était en 2005-2006, 2 appareils avec soi en permanence, d'un côté un baladeur numérique comme l'iPod et puis un téléphone. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour savoir que ces 2 appareils allaient fusionner. Basé là-dessus, Apple, sans doute pour faire un essai, moi j'ai pas la vérité là-dessus, mais sans doute pour faire un essai. Vous étiez au sein d'Apple, hein, vous ne poussiez pas vraiment le produit à l'époque, monsieur X. Écoute, si nous on a voulu le pousser, mais bon, il y a eu ce partenariat. Surtout, ce qui était intéressant, c'est que ce premier téléphone de Motorola qui qualifie d'essai de téléphone Apple, en fait, était géré par iTunes. C'était ça la vraie nouveauté. Synchronisé avec iTunes. Ouais, synchronisé avec iTunes. Nous, on aurait vachement voulu le pousser. Mais sincèrement, je crois que dans ce partenariat, la société la plus défaillante était Motorola. Moi, je me rappelle avoir discuté avec mes vis-à-vis de Motorola France après que le produit ait été annoncé. Ils n'avaient même pas les informations en interne. Il nous a fallu plusieurs mois pour avoir les produits de démo. Et on n'avait aucun support de Motorola pour vendre le produit alors que c'était leur produit. Je cite Steve Jobs, hein, c'est dans la bio de Walter Isaacson. J'en ai assez de traiter avec des entreprises stupides comme Motorola. Je cite donc Steve Jobs qui s'adresse à Tony Fadell lors d'une réunion avec lui sur l'iPod. Fabriquons-le nous-mêmes, ce maudit téléphone. Voilà, il est arrivé, le téléphone, effectivement. Fanny, de ton côté, quelle a été ta réaction lorsque tu avais débarqué ce drôle de petit engin tactile ? Écoute, c'est pareil, j'ai regardé la conf, je devais être au CES et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce boost techno qui nous sort ? Parce qu'à l'époque, j'avais le N95 de Nokia avec 5 mégapixels, avec une optique Carl Zeiss, on avait de la 4G, on avait Symbian 60 qui tournait avec tout un tas d'applis. Moi, j'ai mis 3G, la 4G. T'es sûr ? Ouais, bon, en tout cas, c'était. La 4G est arrivée quelques années plus tard. Là, il était même pas. Je sais plus, est-ce qu'il était de GPRS au moins ce iPhone ? Il était Edge. Voilà. Mais tu regardais les specs techniques et quand tu cherchais un truc techno, moi, je me suis dit, OK, il y a un écran tactile. Il n'y avait pas d'application dedans, il n'y avait rien. C'était vraiment... En clair, tu as eu une approche classique de geek en disant, ce n'est pas le meilleur téléphone du marché. Moi, complètement, c'était au niveau des stats techno, processeurs, etc. Je me suis dit, non, mais ça a 3 ans de retard, ce truc. Pourquoi ? Et j'ai été super déçue. Et en plus, comme je vivais à Hong Kong, à l'époque, il n'a pas été en vente et même en l'important, les réseaux n'étaient pas compatibles. Donc, je m'en suis complètement désintéressée pour le coup. J'avoue que ça n'a vraiment pas été pour moi le coup de foudre. Tu n'as pas été la seule à être désintéressée. L'ensemble de l'industrie et des constructors n'ont pas vraiment pris au sérieux Apple. Regardez ce qu'a déclaré à l'époque Steve Ballmer à propos de l'iPhone. $500 fully subsidized with a plan. I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. À sa manière, Steve Ballmer illustrait bien la non-prise de conscience de l'industrie de la tech à propos de l'arrivée d'Apple sur ce créneau-là. Les réflexes étaient encore de se référer à proposer le meilleur téléphone du marché avec le meilleur appareil photo, le meilleur processeur, alors que c'est un produit, c'est le premier smartphone grand public, Gonzague, du marché, le vrai premier smartphone grand public. Oui, alors, pardon. Comme disait Fanny, on s'est tous rappelé notre N95, le bon vieux N95 à l'époque, et moi mon 7650, mes BlackBerry, des téléphones qui étaient un peu plus techniques. Et c'est vrai que l'iPhone a changé cette approche du smartphone, puisqu'on s'est moins inquiété des caractéristiques
hardware, plus soucié de l'expérience. Après, te rappeler quel était mon ressenti à l'époque, c'est difficile à dire parce que j'ai un peu Alzheimer. Oui, mais tu étais encore très 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 jeune, je pense, à cette époque-là. Moi Olivier, je suis pas d'accord avec la notion de dire que l'iPhone est le premier smartphone grand public. C'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison que les Nokia N95 étaient déjà grand public, tout comme l'ensemble des smartphones de l'époque qui étaient numéro 1 sur le marché. Alors parlons de smartphones tactiles. Non, qui a percé, si tu préfères. Oui. Il existait des trucs sur on peut définir, des machins qui étaient des horreurs. T'as eu 7710 à Silé, qui était une catastrophe. Pas tous en même temps. Laissez finir Julien. Fini. Oui. Oui, mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'iPhone n'était pas le premier smartphone grand public. Les premiers smartphones grand public de type HTC, QTech, etc., c'était des smartphones Windows Mobile. D'ailleurs, Microsoft était leader sur ce marché. Nokia lui taillait des croupières, effectivement, avec des produits, avec un OS différent, Symbian, etc. Mais clairement, la force d'Apple, c'est d'avoir réussi une intégration sur le tactile multipoint. Ils étaient les premiers. On va en parler du multipoint dans le prochain chapitre. Fanny, c'est qu'il fallait utiliser le produit pour le comprendre. C'est-à-dire qu'en effet, quand on voyait la présentation ou qu'on regardait de loin la fiche technique Apple, on disait ouais, bof, ça fait pas 3G, ça fait pas MMS, l'appareil photo est pas top, il n'y a pas d'app. On comprenait pas. Simplement, le fait de prendre en main, d'utiliser l'interface tactile et de voir à quel point il était facile, sans stylet, parce que tous les autres, effectivement, smartphones tactiles de l'époque étaient avec stylet, de taper un SMS, vous étiez convaincu et vous étiez prêt à dire ouais, ok, il n'y a pas de MMS, fait chier, mais c'est pas grave. C'est quand même vachement mieux que de composer ces SMS avec un stylet. Tu es d'accord avec l'analyse de Julien de Clubic? Ce n'est pas forcément le premier smartphone grand public du marché. Certes, ce n'est pas le premier smartphone qu'un constructeur désigne pour le grand public, mais c'est le premier smartphone que le grand public a accepté et adhéré en masse. Auparavant, seuls les geeks achetaient des smartphones. Après l'iPhone, monsieur et madame tout le monde ont acheté des smartphones. C'est là la différence en termes de grand public. Christophe? Oui, non, je suis assez d'accord avec l'analyse de Fanny, Gonzague et Julien. Non, mais moi j'étais curieux quand il a été lancé parce que je dois être un des vétérans de tous là. Et j'ai commercialisé dans une boîte que j'avais créé le Newton. Donc je savais ce qu'Apple était capable de faire et donc j'étais vraiment très curieux de voir ce qui allait être sorti. C'est vrai que l'usage au départ, quand on l'a fait ramener, quand on regarde un petit peu cet outil, c'était par rapport au N95, c'est vrai que c'était déceptif, y compris le navigateur, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que le tactile, le fait qu'on puisse naviguer avec le doigt, ça a été plutôt sympa. Ouais. Alors la simplicité, vous l'avez bien compris, ça a été vraiment le fait d'armes de cette première génération d'iPhone. L'écran tactile, on en parle tout de suite dans ce chapitre. La révolution de l'iPhone, est-ce que l'iPhone a vraiment révolutionné le marché? En tout cas, une chose est sûre, il a introduit de manière massive cette technologie d'écran tactile multipoint. Auparavant, les principaux modèles du marché, il y avait des smartphones, chaque chroniqueur de cette émission l'ont relevé, qui étaient tactiles, mais ils n'étaient pas multipoints, donc il fallait, on ne pouvait pas pincer pour zoomer, il fallait appuyer sur un bouton plus et un bouton moins pour zoomer. Pour le grand public, c'est déjà moins, et puis il fallait un stylet. Donc en termes d'approche, il y avait une vraie différence, une vraie valeur ajoutée. Apple a misé sur son savoir-faire, à savoir l'ergonomie et la simplicité, Thierry. Totalement. De toute façon, ce qui a tout changé, ça a été l'approche, ne serait-ce qu'avec le clavier. Le fait que le clavier disparaisse de l'écran au profil d'être capable d'afficher, par exemple, des photos. Ce qui était assez magique, moi je me souviens quand j'ai eu le tout premier iPhone en France, c'était de voir des gens, par exemple dans un cinéma, qui t'interpellaient et qui voulaient juste voir est-ce que c'est vraiment si simple que ça. Parce que ça, c'est ce qu'on a oublié, parce que oui, les QTech et autres, dont on a tous été dotés à un moment donné, les Nokia et autres, ils étaient tous sauf simples à paramétrer. C'était un véritable enfer. Puis on oublie très très vite un deuxième enfer, c'était l'enfer de la téléphonie tout court. Comprendre ce à quoi on avait droit en termes de débit de la part des opérateurs. Ça n'a pas été si simple au démarrage pour tout le monde, parce que c'était ça. Apple réussissait un petit truc qui était assez simple. C'était, on vous vendait un téléphone qui était associé à un opérateur. En plus de l'écran, il y avait ça. Et ça, c'était la vraie magie. C'est-à-dire qu'on livrait un truc qui fonctionnait tout de suite et qui cassait pas les pieds entre, d'un côté,
le téléphone, et de l'autre côté, effectivement, la complexité avec ce qui était cette approche de débit qui était mal maîtrisée parce qu'on n'en avait pas tant que ça. Ouais. Et au-delà... Olivier, oui, Christophe. Olivier, d'ailleurs, ce qu'il faut dire, les constructeurs n'ont pas tout de suite compris ce qui se passait, le fait que le clavier disparaisse. Ils ont mis du temps, parce que la plupart des smartphones qu'ils ont sortis les 2, 3, 4 années après étaient toujours avec du clavier. Je me rappelle de celui-là, le premier J1 de chez Google, qui est sorti en 2008. Voilà, clavier. Donc, ils n'ont pas compris ce qui se passait, ça c'est clair. Ouais, et la valeur ajoutée était véritablement sur le multipoint, parce que je me suis dit que à l'époque, les smartphones qui sortaient, en termes d'écran, c'était beaucoup moins réactif. On était à des années-lumière. Vous qui avez participé dans une autre vie à l'élaboration d'une des premières tablettes tactiles du marché, qui n'avait pas un écran multipoint, c'est une réelle différence. Oui, c'est une réelle différence. Et la vision de Steve sur le sujet, ça allait au-delà évidemment de la réactivité. C'était de dire, de manière un peu narquoise, tout ce que vous avez vu avant, c'est pas des smartphones, où on crée la catégorie. Il y avait du clavier pour taper le mail, et puis il y avait un espèce de stylet tout moche à la Windows ou à la BlackBerry ou à la Nokia pour aller taper sur des applications qui sont sur des positions fixes. Tout ça, vous oubliez, vous le foutez à la poubelle. Ce sont des usages d'abord professionnels et qui sont dans un carcan ergonomique ou d'expérience utilisateur qui vous a été imposé par la technologie. Donc vous foutez tout ça à la poubelle. Il faut se rappeler ce qu'il a dit pendant cette keynote. Il a dit la meilleure interface avec un objet, c'est ça. C'est la main. Il n'y a rien de plus naturel en faisant une espèce de parallèle avec quasiment l'homme de Cro-Magnon qui est doté de cette main, qui l'a rendu agile depuis tout le temps. Et tout le reste, vous le mettez à la poubelle. Et tout le téléphone, l'interface a été conçue comme ça. Il y a une sensation de liberté parce qu'on pouvait déjà bouger les applis. Et d'ailleurs, le succès est venu de ça, de l'interface et pas des caractéristiques. Oui, sinon il n'aurait jamais gagné parce que c'était pas un super téléphone en termes de capacité, c'est le moment plus. À cause de cette fonction tactile, il faut se souvenir, et je finirai là-dessus, qu'avant l'iPhone, le tactile c'était quoi? C'était la photocopieuse qu'on avait dans le couloir au boulot, sur lequel on pouvait faire OK, 3 copies. Voilà. Il fallait bien mettre le bouton et le doigt en face du bouton, sinon ça marchait pas. Le principe de navigation en carcan, c'est ce qui équipait les BlackBerry, mais fondamentalement, le tactile et les écrans qu'on avait sur les 10 smartphones, c'était la photocopieuse du coin, avec un peu plus de couleurs, et c'était tout. Voilà, donc sensation de liberté, renouvellement de l'IHM et l'expérience utilisateur. Alors Julien, Fanny ou Gonzague, on ne peut pas vraiment dire, quand on prend un peu de recul, que lorsqu'on voit l'écran tactile multipoint, parce qu'il n'y en avait pas dans le grand public, il n'y en avait pas. On l'a découvert après comment Apple a acquis ces technologies-là, mais ça n'existait pas dans le grand public. Il n'y avait vraiment que des applications très rares en termes de multipoint. Et là, on ne peut pas dire qu'Apple n'a pas innové, il n'a pas vraiment apporté un vent de fraîcheur dans la techno. Quand je dis aujourd'hui que l'iPhone n'innovait en rien à l'époque, moi je dis, mais vous avez oublié les écrans tactiles avant l'iPhone. Sans parler du constructeur. Ils ne l'ont pas inventé, mais ils ont été les premiers à l'intégrer de telle façon que tout le monde a suivi. C'est clair, c'est pour ça qu'il fallait... Quel constructeur avant Apple avait un écran tactile multipoint, Julien ? Pardon ? Ils n'ont pas inventé. Quel écran d'Apple, quelle marque avait intégré ? Non, personne. Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas inventé ? Oui, ils l'ont inventé. Mais c'est pas une technologie Apple. Mais non. Apple n'a fait que du handpicking. Ils ont racheté une boîte qui faisait du multipoint. On peut clairement dire, c'est en effet, ils ont eu cette force-là de rendre le truc hyper simple et de créer un écran qui marchait très bien. Avec beaucoup de couleurs aussi, il n'y avait quand même pas grand-chose. Les écrans étaient fadasses sur tous les autres produits. Le 7710, c'était quand même pas très très beau. Et c'est vrai que là, l'écran était une qualité au-dessus et le tactile était top. Mais c'est vrai que moi, ça ne me suffisait pas parce que j'avais besoin de prendre des belles photos. À l'époque, on bloguait déjà. 2007, il y avait 3 ans de blog. Si tu n'avais pas des belles photos, tu ne tournais pas avec un truc de basse qualité. Donc ça manquait de clé. Ce qui est intéressant sur un point, c'est que par rapport, on a vu l'intervention de Steve Ballmer. Moi, aujourd'hui, en 2017, je ne sais toujours pas si c'était de la méthode Coué, cette intervention, ou s'il était vraiment à côté de la plaque et qu'il n'avait pas essayé l'iPhone, parce qu'il suffisait de l'essayer c'est vrai, pour comprendre que c'était l'avenir et que, même si le marché professionnel, BlackBerry, tout ça, machin, clavier, physique... Il y a avec Ballmer, parce que c'est tout le monde. Ils se sont tous plantés, tous les autres constructeurs se sont plantés et ont mis du temps à revenir. Il faut qu'on avance. Concrètement, Christophe, on a bien compris que avant l'iPhone, la référence en matière de tablette tactile,
parce que c'est ça dont il s'agissait, hein, c'était plutôt le tablette PC de Microsoft. C'est plutôt ça qui a d'ailleurs inspiré Steve Jobs, si on lit bien la bio de Steve, je crois, Christophe. Ouais, c'est ça. Hein, quand tu lis cette bio, tu t'aperçois que c'est lors d'un dîner en fait où il va dîner chez Bill Gates. Donc il y a des ingénieurs chez Microsoft et dans sa tête déjà il se dit mais c'est nul, il y a un stylet, c'est compliqué d'usage et on va essayer de faire mieux quoi. Ouais, il dit, je cite, Microsoft se trompait dans son approche de l'objet. Il était équipé d'un stylet. Grossière erreur, si vous avez recours à un stylet, vous êtes fichu, on va montrer à ces tocards ce qu'est une tablette digne de ce nom. Et il lance au sein d'Apple un projet de tablette tactile avant l'iPhone. Hein, l'interface était dédiée pour ça. Et il aurait, selon toujours la biographie de Steve Jobs, vraiment fait un cahier des charges très précis. C'est lui qui a dit « Je voudrais un écran multitactile », le terme multipoint n'existait pas encore, dans la capacité à reconnaître plusieurs points de contact simultanés. Donc il a imaginé un produit, véritablement Steve Jobs, qui correspondait à un usage grand public, pincé pour élargir ou pour zoomer. Ça existait déjà en manière expérimentale. Il y avait quelques sociétés qui le faisaient. Ils les ont rachetées. Donc là, on voit bien la valeur ajoutée, Thierry, qu'a réussi à instaurer Apple. Et au-delà, la valeur ajoutée qu'a représenté Steve Jobs à cette époque pour avoir cette vision produit-là. Hein. C'était juste la simplification. Et c'est vrai que les tablettes PC, c'était une belle idée, mais ça fonctionnait mal. Et de toute façon, le vrai problème de toute l'industrie à cette période, c'est que personne ne regardait réellement ce que faisaient les autres. Et être capable d'être critique au point de dire ce que fait Microsoft ne va pas, et essayer de l'améliorer, et d'imaginer quelque chose qui puisse fonctionner, alors que même les composants n'étaient pas là, même que la technologie n'était pas au point, ça s'appelle quand même être un peu visionnaire. Ouais. Même si, effectivement, il a été grappillé des choses existantes ici. Évidemment, mais comme tout le monde. Oui, voilà. C'est grande force, mais comme il y en a plein, quoi. On voit bien Henri Sédouche et sur le CES faire son picking aussi de tout un tas d'idées et racheter tout un tas de boîtes pour faire ses drones et autres. Donc, ça, c'est pas nouveau. C'est avoir l'intelligence de faire le mélange. Hein. Et se dire que ces usages peuvent répondre à une attente du grand public. Parce qu'il y a des technos aujourd'hui qui sont disponibles, mais on ne sait pas forcément... s'il y a une attente particulière du grand public, on le voit aujourd'hui avec le manque d'appétence autour des objets connectés. Il y a une autre personne au sein d'Apple qui n'est pas forcément d'accord avec cette vision-là, c'est Johnny Ive, hein, toujours dans la bio où il dit que selon lui, l'origine du multipoint, elle ne vient pas de cette volonté de développer une tablette, c'est venu par la suite, mais ça vient tout simplement, monsieur X, du trackpad, parce qu'on l'oublie, mais le trackpad, il était multipoint bien avant l'iPhone, des MacBook Pro et des PowerBook. Oui, absolument. Le trackpad, il n'y a rien à dire de plus. Le multipoint, c'est la transposition du trackpad sur le smartphone et puis de la philosophie qu'il y a derrière d'Apple, des raccourcis, des combinaisons. Voilà, et c'est quelque chose qui a rendu le Mac célèbre parce que ça donnait de l'aisance et de la productivité. Et c'est cette idée-là avec le multipoint qui a été transposée avec succès sur le smartphone, mais au-delà de ça, ça paraissait vraiment naturel, tu l'as dit, je crois, ne serait-ce que pour agrandir et zoomer. La meilleure démonstration du multipoint tactile, c'était ça. Je prends une photo sur mon écran et hop, je zoome. Et rien que là-dessus, les gens avaient envie d'acheter un iPhone. Oui, mais je me souviens qu'on était l'un des rares, l'équipe des SVMac, à avoir eu en main l'iPhone tout de suite. À l'époque, Apple nous avait encore à la bonne. Et on a vraiment senti une réelle différence. On s'est dit, voilà, il se passe quelque chose. Et dès qu'on est sorti du Moscone Center d'ailleurs, lorsqu'on a vu débarquer les camions satellites de tous les côtés et qu'on a été embarqué à Paris, tout le monde nous appelait pour avoir des interviews. Il se passe quoi? C'est quoi cet engin? On a bien senti qu'il se passait quelque chose. De la genèse de l'iPhone, vous verrez, c'est passionnant. On y reviendra plus en détail la semaine prochaine. En attendant, on va passer tout de suite aux questions Twitter avec la mi-temps de Fanny. Fanny, quelles sont beaucoup de questions? On peut en garder que 2 parce qu'on a été très long déjà, malheureusement. Oui. Alors, pour une fois, il y a pas mal de questions. Ça vous intéressait bien cette thématique. Alors, on nous demande comment imaginiez-vous en 2007 l'iPhone dans 10 ans? Est-ce que ça ressemblait à l'iPhone 7 d'aujourd'hui ou pas du tout? Thierry? Non, c'était totalement impossible. Parce que quand on voit les évolutions après qui sont arrivées, qui allait imaginer un jour que l'iPhone embarquerait autant enfin cette capacité à détecter l'individu dans l'espace, les gestes qu'il effectue et puis trouver des usages. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'effectivement au lancement, il n'y avait pas d'apps.
Ouais. Il n'y avait pas cette capacité On va y d'inventer revenir. les applications qui allaient avec. Et ça, c'est la vraie révolution. Et ça, personne ne pouvait l'imaginer. Et encore une fois, comme quoi, des fois, des petits composants tout bêtes peuvent vraiment changer la vie des gens. L'iPhone est l'un des premiers téléphones, si ce n'est le premier à être équipé d'un accéléromètre. Le simple fait de tourner l'iPhone pour pouvoir afficher une vidéo en plein écran, alors qu'auparavant, il fallait chercher un bouton. Voilà, c'est un exemple concret d'une approche véritablement différente. C'est là où est l'ADN d'Apple aujourd'hui, et on voit peut-être une différence avec l'Apple. C'est là où était l'ADN d'Apple à l'époque, on voit peut-être une différence aujourd'hui, dans lequel on réfléchit vraiment à la simplification ultime. Et encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment fait une différence frappante avec les autres téléphones, c'est que l'iPhone, je le mettais dans les mains de ma grand-mère, elle était capable de l'utiliser. Un Nokia N95, c'était no way, quoi. Déjà que le nom, elle partait en courant. Et puis, in fine, on n'a pas imaginé, au moment où l'iPhone sortait, que tous les composants qui étaient à l'intérieur allaient d'abord avoir une telle explosion de puissance exponentielle au fil des années de manière extraordinaire. Aujourd'hui, un iPhone, c'est aussi puissant qu'un Mac. Et comment l'industrie du smartphone, au-delà de l'iPhone, allait changer plein de choses dans notre quotidien. L'arrivée des objets connectés, l'arrivée des drones, tu en parlais à l'instant, Fanny. Donc, c'était inimaginable, inconcevable. Et je pense même que les gens d'Apple, Monsieur X, ne pouvaient l'imaginer. Rappelez-vous que l'objectif de Steve Jobs, c'était 1% de part de marché. On y est loin aujourd'hui. Oui, complètement, 1%. Et déjà, chez Apple, en interne, on avait des doutes sur notre capacité à atteindre cette part de marché. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on était, en termes de pensée, même chez Apple, oblitéré par un truc simple. Nokia, le patron des téléphones mobiles sur cette planète, vend 450 millions d'unités par an. Ouais. Voilà, et donc ça a empêché, en tous les cas commercialement, d'imaginer l'avenir. Aussi parce que, je pense que je l'ai déjà dit, Apple n'imaginait pas le succès qu'allait avoir l'App Store, l'adoption d'abord par les développeurs, nouveau canal de distribution de logiciels et de services, et puis surtout l'adoption par les clients. Le produit était un peu difficile en termes de fonctionnalité, pas de 3G, mais ce qui a fait le succès du produit, c'est les applications. Une fois de plus, il y a eu un sentiment de renouvellement des usages, accès à de nouveaux horizons. Je vais pouvoir customiser et faire ce que je veux de mon téléphone, me libérer des opérateurs, voire, c'est ça la vision qui s'est construite, avoir un vrai ordinateur dans la poche. Et c'est ça qui a été après la ligne de conduite du développement. Et Internet dans la poche tout court. Auparavant, on n'avait pas Internet dans la poche. Effectivement. Mais de là à imaginer l'iPhone 7 tel qu'il est aujourd'hui, non, difficilement, sauf quand même à faire le pari de plus de puissance, parce que ça correspond à la fameuse loi de Moore d'augmentation de la puissance de calcul tous les 18 mois. Mais au-delà de ça... De l'emmerdement maximum pour les ingénieurs d'Apple. Merci, Monsieur X. Deuxième question, Fanny. Alors, la deuxième question, c'est petit retour dans le passé. Quel était le prix de cet iPhone comparé à celui de l'iPhone 7 ? Combien d'exemplaires ont été vendus et sur quel territoire ? Alors, d'abord, il était très cher, $499 la version 4 Go. Ça fait sourire aujourd'hui. $599 la version 8 Go. Donc, on était très loin aujourd'hui des 256 Go de l'iPhone qui est devant moi. Mais il n'y avait pas de prime opérateur. Le modèle économique qu'avait choisi Apple était radicalement différent du modèle d'aujourd'hui. En clair, on donnait l'exclusivité à un seul opérateur mobile par pays, AT&T Singular à l'époque aux États-Unis, Orange en France entre autres. Et donc, il n'y avait pas forcément de prime opérateur. Et en contrepartie, ce qui avait été jamais vu encore une fois, un opérateur reversait une partie de la facture abonnée à Apple. Voilà, donc ça n'a pas été un raz-de-marée en termes de vente comparé aux 40, 50, 60, 70 millions d'iPhone qu'Apple vend maintenant chaque trimestre. Ils en ont vendu à peu près 200 000 les 3 premières semaines, ce qui est déjà une performance à ce niveau de prix. Mais on était très loin, vu le modèle économique et le business model à l'époque d'Apple, de pouvoir atteindre des chiffres aussi impressionnants que ceux d'aujourd'hui. On va voir, et on verra plutôt la semaine prochaine, ce qui a permis vraiment d'allumer le feu et de provoquer l'étincelle qui fait que vraiment là, les ventes ont explosé. L'App Store, Monsieur X y insistait à l'instant, il n'y était pas pour rien, mais on y reviendra la semaine prochaine. On passe tout de suite au busomètre. Allez Gonzague, c'est quoi les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple ? Alors, tout en haut de notre busomètre des séries TV dans Apple Music, et d'ailleurs Apple serait en train de produire la sienne, avec un très très haut niveau de probabilité. 4 étoiles, oui, ça te semble probable en clair ? Ça me semble pas improbable, après je trouve ça étonnant qu'ils se mettent à faire de la production, mais pourquoi pas. Ouais. Après tout, il pourrait racheter un acteur
un acteur qui existe sur le marché. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du rachat de Time Warner par Apple et finalement, ce n'est pas arrivé. Autre rumeur. L'Apple TV a toujours, et Apple Music ont été générateurs de beaucoup de rumeurs, quoi qu'il soit. Après, je suis plus intéressé par leur démarche d'unification qu'ils font en ce moment pour avoir une interface unique pour toutes les chaînes télé dans l'Apple TV. Alors, rumeur numéro 2, iPhone 8 avec un écran courbé mais LCD, donc pas d'OLED, faible probabilité. Ouais, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Apple aurait du mal à avoir une production suffisante d'écrans LED, puisque pour avoir le même niveau de qualité que les Samsung, il faut passer par là, et notamment les écrans courbés. Apparemment, il y a quelques rumeurs qui sortent comme quoi on pourrait faire du courbé avec du LCD. Effectivement, 2 étoiles. Et rumeur suivante, Gonzague. Alors, des usines Apple aux États-Unis. Avec Trump en ce moment et tout ce qui se passe, on peut dire que cette rumeur mérite même plus que 3 étoiles. Ouais. C'est pas impossible. Déjà, leur motto, c'est Design in California et Assembled in China, sauf pour le Mac Pro, je crois. Ouais. Et pourquoi pas. Quelques iMac en Irlande. Ouais. Mais bon, soyons réalistes, si on arrive à avoir les produits au prix qu'on les paye aujourd'hui, et surtout si les marques arrivent à faire les marges qu'elles font aujourd'hui, c'est parce que nos produits high-tech et nos vêtements sont produits par des gens qui gagnent peu d'argent. Et si on voulait les salariés aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à faire ça. Voilà, il faut prendre des robots. Mais attention aux taxes sur les robots. Rumeur suivante. Voilà, les robots, il y en a déjà beaucoup. Donc, c'est parfois des tâches, des petites choses qu'on ne sait pas encore faire aux robots. Alors, évidemment, d'ici 15-20 ans, les robots feront beaucoup de choses et tous ces boulots-là n'existeront plus. 4e rumeur, un iPhone 8 se rechargeant sans fil. Alors là... 3 étoiles. Là aussi, moi, j'aimerais lui mettre plus que 3 étoiles et j'espère que ça se fera, le chargement par induction, parce qu'on a de plus en plus de choses à charger. Si vous avez aujourd'hui un iPhone, un iPad, des AirPods, une Apple Watch, ça en fait des trucs qu'il faut connecter tous les soirs, tous les 2 jours si vous en fiez à l'autonomie officielle. Donc, on y croit que pour son anniversaire, l'iPhone s'offrirait enfin ce que beaucoup de ses concurrents font déjà, la recharge par induction. Ouais, même s'il y a pas mal quelques analystes cette semaine qui ont dit le contraire, mais on va voir, on tient le cap, Gonzague. Dernière rumeur. Ouais, mais bon, voilà, on irait dans le tout sans fil. Dernière rumeur, des lunettes connectées. Alors là, 2 étoiles pour l'instant. Ouais. Et il se dit, ça et là, qu'Apple s'intéresse énormément à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. D'ici à aller voir sortir sous peu ce genre de produit, c'est très incertain puisqu'ils ont été les premiers, notamment via la voix de Tim Cook, à dire que si ça les intéressait, oui, mais ils ne le feraient que quand ils seront prêts. Voilà. Donc, ils ont été malins, par exemple, de ne pas se lancer dans la 3D, puisqu'aujourd'hui, Sony et LG arrêtent de faire des télé 3D, alors que tout le monde disait que c'était incroyable et qu'on devrait s'y mettre. Les lunettes de VR et de réalité augmentée, voilà, moyennement chaud. Merci Gonzague, on va voir, on a la réponse dans les semaines suivantes. Tim Cook nous a promis là, pendant la trêve des confiseurs, la trêve de Noël, plein de nouveautés, on va voir. La société est de côté en bourse, donc il a intérêt à tenir ses promesses, notamment du côté du Mac. On va voir. Comme il fait tous les ans, non, à chaque cause sur les résultats, non, c'est pas ça? Pardon? Comme il fait, oui, à chaque fois. Il ne promet pas à chaque fois des nouveautés extraordinaires, des new produits. Justement, mais là, par contre, il est un peu obligé de le faire, puisqu'il s'est engagé devant les analystes financiers. On va répondre dans la deuxième partie de cette émission à une question tout simple, et on a déjà éventé cette question, même la réponse. L'iPhone première génération était-il le meilleur smartphone du marché? La réponse tout de suite. Alors je me tourne vers Thierry, c'est le tien qui est là, le mien il est là, il est à côté de toi. Oui ou non, l'iPhone était-il le meilleur téléphone du marché à l'époque, smartphone du marché? On va lister ensemble tout ce qui n'allait pas. La liste l'inventaire l'après-vert est assez long. C'est super long. D'abord, on l'a déjà dit, il n'était pas 3G, il était Edge. Hein, alors que le marché commençait à s'orienter sur les smartphones, sur la 3G. Alors encore une fois, on voit, et ça peut s'expliquer, déjà une dérive qui était qui est devenue de plus en plus, qui s'est développée de plus en plus chez Apple, c'est que c'est vraiment le territoire américain qui a formaté l'iPhone, l'américanocentrisme d'Apple. Aux États-Unis, il n'y avait quasiment pas de réseau 3G, donc il était Edge. Par contre, en Europe et en France en particulier, les Nokia, tu le disais tout à l'heure, Fanny, étaient équipés de 3G depuis plusieurs mois. Donc on n'a pas compris, on a vu le Edge, et c'est pas possible. Heureusement, il y avait du Wi-Fi, mais ça a été vraiment un frein à son développement, effectivement. Autre
Autre manque qui t'a semblé évident? Après, c'était surtout... il n'y avait pas le support des MMS. Oui, ça aussi, Voilà. c'était... Déjà, c'était quelque chose qui était assez limitatif en termes d'usage. Ce qui manquait aussi, c'était l'histoire de la mémoire. On commence... voilà. Tous les téléphones étaient extensibles avec une carte SD. Hein. Ça a été la plus grosse critique dès le départ, dès le démarrage. Ça reste toujours la critique numéro 1. Enfin, bon. Et puis après, effectivement, il y avait des manques, mais qui n'étaient pas forcément évidents, parce que c'est vrai, on ne pouvait pas faire de visiophonie, mais enfin, bon, les réseaux, est-ce qu'ils étaient au point ou pas? Gardez ça pour plus tard. Voilà. Donc, mais toujours de toute façon avec Apple, hein, ce qui était pas dans leur appareil, c'était des choses qui servaient à rien. L'appareil photo n'était pas à foutre de guerre aussi. Hein, quoi qu'il arrive. Et puis quand on regarde aujourd'hui ce que fait un iPhone et ce que faisait cet appareil, c'est sûr qu'il n'y avait pas de GPS. Alors ça, le GPS, c'était un gros manque, hein, parce que tous les téléphones étaient équipés quand même. L'appareil photo, on l'a déjà dit, il était pourri. Hein, faut dire ce qu'il y a. Et on n'imaginait pas qu'un jour on puisse utiliser, pour faire de vraies photos de qualité, un téléphone plus qu'un appareil photo, notamment réflexe. Voilà. Et puis pour le reste, il y avait des critiques aussi sur la batterie. Et là, je me poile. On ne pouvait pas éjecter la batterie. Voilà, oui, mais là, c'est le cas typique. C'est aussi ce qui fait la force d'Apple. Moi, j'ai beaucoup de téléphones de cette période. Il n'y en a plus aucun qui fonctionne. Là, on voit un appareil qui a 10 ans. Et il est encore capable, avec sa batterie actuellement, de tenir quasiment 5-6 jours. Alors c'est sûr que comme il n'est pas sollicité par la 3G ou la 4G, ça change singulièrement la consommation énergétique de l'appareil. Mais enfin, on peut le noter, on a quand même critiqué le fait qu'on ne puisse pas changer la batterie. On voit les appareils qui sont quand même capables, avec des contraintes de fabrication, de tenir encore... quelques années, et ça, c'est assez surprenant. Et puis, on l'a souligné tout à l'heure en préambule de cette émission, Christophe, il n'y avait pas de la possibilité d'installer d'applications. Le modèle à l'époque, et on l'a tous oublié depuis, le modèle de Steve Jobs, c'était les web apps. Tu nous rappelles quelle était la philosophie des web apps? Web app, c'est l'accès via Internet. Donc, il y avait pas, on téléchargeait pas le software dans le. C'était un site sur mesure pour l'iPhone, quoi. En gros, voilà. Moi, je me rappelle des premiers web apps que j'ai utilisés. C'était donc il y a eu Facebook, il y a eu Typepad. Fanny parlait de l'époque des blogs. Typepad a été un des premiers à permettre d'accéder à son service via dessus. Il y avait YouTube aussi, donc c'était assez bluffant. Bon, on pourrait faire une vraie émission, on refait le Mac sur application VS web app, parce que voilà, c'est toujours pas fini d'ailleurs, hein, puisqu'on parle aujourd'hui, les agences parlent d'applications hybrides. Donc on y reviendra la semaine prochaine, c'est prévu. Ok. Oui, Julien. Non, simplement sur les apps, pour rebondir sur ce que disait Christophe, il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, l'argument qui était brandi par AT&T, notamment aux États-Unis, contre les apps, parce qu'effectivement, il y a eu cette période d'atermoiement où on avait les web apps et pas de vraies apps natives. L'argument, c'était de dire pour AT&T que d'ouvrir la porte à des apps tierces mettait en péril la sécurité de leur réseau cellulaire. Il y a eu quand même ce moment de... effectivement d'hésitation où voilà, pour justifier qu'il n'y avait pas de vraie app, on a mis en avant des problèmes de sécurité du réseau. Sécurité et Wallet Garden, parce que en fait l'accès au service auparavant se passait par les portails opérateurs. Voilà, c'était eux qui dictaient, qui donnaient le ton. Vraiment à avoir peur. Voilà. Tout à fait. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on voulait accéder à Internet, et c'est ça qui mettait de la complexité dans les smartphones Nokia et autres. On passait par une technologie qui s'appelait le WAP, qui était de l'Internet mobile, dont toutes les pages que vous voyez étaient contrôlées en fait par les opérateurs téléphoniques. Et pour chaque service que vous vouliez utiliser à travers cet Internet spécifique, le WAP, vous deviez payer. Donc 100% des services Internet passer par la fenêtre web des opérateurs, et à chaque fois, il y avait une guette. Passer par des apps, voire imaginer avoir des développeurs tierces publier des apps et être en dialogue uniquement avec Apple. Simplement, Apple disait, le modèle opérateur, c'est terminé, et la porte d'entrée, la relation directe et unique avec les clients des smartphones, c'est moi. Donc les opérateurs, évidemment, parlaient de sécurité, mais c'était juste une mise par Apple au pied du mur des opérateurs en leur disant, la relation avec le client, c'est terminé, et la richesse et le chiffre d'affaires,
il va venir chez moi. Et les opérateurs n'y ont pas cru. Ils ont fait persister le WAP pendant des années après. Et c'est ça, évidemment, une fois de plus, qui a fait le succès porté par les clients à la demande des clients du téléphone. Ils voulaient garder la main casser sur le la modèle distribution des applications et en tirer les bénéfices qui vont avec. Et c'est Apple qui a raflé la mise. On a parlé pas mal de défauts. Je crois que tu dois y aller, Gonzague, c'est ça ? Oui, vous me parlez du WAP, ça va me donner des cauchemars ce soir. Merci Gonzague. Il n'y a pas de petit. Ça me fera penser au e-mode de Bouygues Telecom. Oui, e-mode, voilà. Je dirais des amis japonais. Mais on verra la semaine prochaine que l'e-mode est aussi un peu à l'origine de l'iPhone. Vous verrez. Voilà, sûrement une invention de François Fillon également. Ce sur quoi je dois vous quitter. Bon, on racontera en tout cas. Merci, et tu reviens quand tu veux, Gonzague. Merci à toi. Après la liste des défauts, vous voyez qu'ils étaient nombreux. Hein. L'appareil était perfectible. Il y avait quand même quelques qualités fortes qui ont fait qu'il est sorti du lot. On va les lister ensemble. Alors moi, personnellement, ce qui m'a vraiment frappé lorsque j'ai eu l'iPhone en main, c'était son écran tactile, la réactivité et vraiment ce que je trouvais différent au toucher. C'était un écran en verre. C'est la première fois, à ma connaissance, à l'époque, que je voyais un écran en verre sur un téléphone. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, une volonté d'Apple, Christophe, pardon. Vraiment une vision de Steve Jobs, pardon. Ouais, c'était une vision. Et c'est vrai que moi, je l'ai appris en lisant cette bio. Je ne savais pas comment ils avaient fait, justement, pour proposer ce verre incroyable qui a permis de faire effectivement le Gorilla. Le multi-touch, Gorilla, voilà. Le Corning. Et donc, ils sont approchés une entreprise qui faisait ça depuis des dizaines d'années et dont le process a été arrêté. Et d'ailleurs, je tiens à dire, si on relit la bio, ce qui est très marrant, je ne sais pas ce que sera l'iPhone 8 ou le prochain, mais en tout cas, ils travaillent depuis le début à faire quelque chose de entièrement, quasiment en verre, quoi. Et ça, c'est passionnant. Et ça date depuis le départ. Donc, on imagine que souvent, on dit Apple, on ne sait pas ce qu'ils vont sortir, etc. Oui, mais ils travaillent sur des années avant de sortir quelque chose de parfait pour le consumer, quoi. Et c'est vrai qu'on a vu très rapidement avec l'iPhone 4 notamment qu'il était presque intégralement en verre, mais bon, on y est revenu au métal, notamment avec l'iPhone. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, lorsque tu l'as eu pour la première fois en main, cet iPhone, si tu avais un souvenir particulier? Déjà, c'était waouh, parce qu'à l'époque, il y en avait des effets waouh. L'iPod. Ouais. Même si la mémoire n'était pas assez. L'iPod tactile. L'iPod Touch. Ouais. Et puis c'était surtout le truc qui était le plus bluffant, c'était Google Maps, quoi qu'il arrive. Donc on commençait à avoir des choses. La version mobile Google Maps était meilleure que la version sur ordinateur. Voilà. Ouais, mais on n'avait jamais vu ça comme ça, concentré. C'était la killer app, c'est amusant. Elle était signée Google. Aujourd'hui, comme quoi, il y a quand même une... Voilà, la première argument de vente à l'époque, c'était Google qui l'avait donné à Apple. Hein. Oui, puis il y avait des choses extraordinaires. Ça faisait peut-être pas rêver tout le monde, mais les cours de bourse qui pouvaient s'afficher directement dans une appli dédiée ou des choses comme ça avait juste de la gueule, quoi. Ouais. C'était justement les applications WAP dont on parle tout de suite, là, c'était moche. Donc là, c'était super fini, quoi. C'était elle envoyait bien la patte d'un Steve Jobs sans faire du storytelling, mais c'est vrai que Google Maps, Monsieur X, a été vraiment un argument fort d'Apple, et quand on a vu ça, la démo, on l'a toujours en mémoire, la démo de Steve Jobs qui recherche des Starbucks autour du Moscone Center et qui commande 2750 cafés pour fournir tous les gens qui étaient dans la salle. Tout le monde était plié derrière. On rigolait à l'époque dans les keynotes. Ça va revenir, les soyons optimistes. Alors que maintenant on dort, c'est ça? Maintenant, c'est un peu difficile par moment. Là encore une fois, on voit que Google a apporté quelque chose d'énorme à Apple à ce moment-là. À cette époque-là, Google était l'ami d'Apple, et Eric Schmidt était le CEO de Google, faisait partie du conseil d'administration d'Apple. Ça lui a permis de comprendre l'intérêt du smartphone et de préparer ses armes avec Android, Monsieur X. Hein. Ouais, et d'ailleurs, Steve Jobs en a voulu à l'époque. Hein. Oui, mais enfin, Apple a tellement pillé tout le monde que c'est bien normal que Google lui rende l'appareil. Lui rende l'appareil. C'est un jeu entre les deux, mais c'est vrai que Google Maps, ça a été la fameuse application qui tue ou killer app, ou en tout cas une de celles qui a popularisé l'iPhone parce que personne d'autre ne savait le faire aussi simplement. Killer app, par exemple, qui a popularisé ce produit qu'on cherche toujours, par exemple, sur l'Apple Watch. Donc c'est pas forcément fondamental
dans ce type de nouveaux produits, mais ça permet de le populariser auprès de sa nouvelle cible qui est le grand public. Et c'est bien ça qui était recherché, parce qu'une fois de plus, les téléphones d'avant, c'était pour les gens qui aimaient lire les gros manuels, et à la fin du week-end dire « ça y est, j'ai Internet sur mon téléphone et je suis plus intelligent que toi ». Quand ça marchait. On parlait la connexion Bluetooth fonctionnait. D'usage. Ouais, on parlait d'usage. Voilà. Le script du modem, c'était tout un poème, je me souviens à l'époque. Monsieur, et là, l'application qui est la killer app de l'Apple Watch, c'est Pokémon. Oui, c'est Pokémon Go, c'est vrai. On a toujours un débat, alors qu'avec Google Maps sur iPhone, il n'y avait plus de débat. Fanny, justement, quelle était la chose qui t'avait séduit lorsque tu l'as eu enfin en main, cet iPhone première génération? Moi, j'ai bloqué au moins, tant qu'il n'y a pas eu de 3G, j'ai vraiment bloqué, je ne pouvais pas. Par contre, j'avais pris le iPod Touch qui était appairé à mon Nokia ou à mon smartphone de l'époque. Je me souviens même avoir pris le Diamond HTC à un moment que je préférais techniquement, et quitte à passer au tactile avec le petit stylet qui était très mignon pour les filles. Mais voilà, j'ai mis beaucoup de temps à aller sur l'iPhone. Donc c'est plutôt l'interface, la réactivité de l'interface de l'iPod qui t'avait séduit alors, en clair. Oui, parce que pour le coup, je trouvais le coût des applications. Quand les applications sont venues, lire les vidéos, c'était le meilleur lecteur, parce qu'il y avait les Arcos. J'ai testé un nombre de lecteurs vidéo incroyable, et vu que je voyageais beaucoup, la vie courageuse à l'époque. Et c'était... Non, je faisais la navette entre Paris et Hong Kong quand même assez souvent. Et 12 heures de vol, quand tu as un lecteur qui tient la route quasiment tout le vol, et que tu regardes et que la qualité quand même était top, l'écran était quand même vachement beau comparé à tout ce qui existait. J'avoue que moi, c'est ça qui me plaisait chez Apple. Et j'ai vraiment attendu qu'il y ait au moins, 2 ou 3 mégapixels et la 3G pour enfin me décider à acheter. Julien, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu de cette première prise en main? Qu'est-ce qui t'est sauté aux yeux en disant oui, là, ils vont faire un carton avec ça? L'interface tactile, vraiment, c'était le clavier virtuel, finalement, parce que c'est un clavier virtuel. Qui s'adapte, en fait, à l'application. Soit on a des chiffres, soit on a des lettres, c'est assez intelligent. La simplicité et l'aisance avec laquelle on pouvait l'utiliser avec les doigts, et ça marchait, et on n'appuyait pas sur 3 touches à la fois. C'était juste génial, et ça, pour moi, ça a été vraiment l'effet waouh. Les photos, c'était le zoom, le pinch to zoom, c'était sympa. Tout à l'heure, on parlait de téléphonie. La messagerie vocale visuelle, c'était aussi un grand progrès. Parce que depuis ce temps-là, moi personnellement, j'appelle plus jamais le 888 ou même ma boîte vocale. Je regarde sur le téléphone et je vois quels sont mes messages, et je les gère de manière très simple avec un iPhone. Donc voilà, c'était des petites choses. Et finalement, le plus important pour l'effet waouh, pour moi, c'est vraiment l'interface qui était d'une simplicité et une réussite à tous les étages. C'était dément pour l'époque. Allez, on termine avec Christophe. Qu'est-ce que tu as le plus, qui t'a le plus fait sourire et aimer l'iPhone lorsqu'il est arrivé, même s'il était de loin perfectible? Non, mais tout ce qui a été dit, je rejoins parfaitement dans l'usage que j'en ai eu au départ. C'est vrai que le fait d'accéder à Internet ou d'avoir un lecteur vidéo qui permettait de regarder un film, c'était vraiment excellent. On peut rappeler aussi que c'était une vraie plateforme de jeu dès le départ, et que le marché de la sonnerie et du jeu pour les opérateurs, en tout cas dans le monde du mobile à l'époque, était très important. Et là, ils mettaient l'iPod, donc la musique à gogo dans son smartphone, et puis le jeu, et puis beaucoup de jeux qui dès le départ. Il a fallu attendre un an, l'arrivée de l'App Store pour les jeux, mais effectivement, ça a cassé le marché des opérateurs mobiles. Et puis bizarrement, on le disait déjà pour conclure cette émission, mais on le disait déjà dans les questions tout à l'heure des internautes. Il y a eu beaucoup de buzz au niveau des campagnes médias considérables. Apple n'avait presque pas besoin, Thierry, de faire de publicité à la télévision ou à la radio, puisque ça ouvrait le 20h, l'iPhone. C'est aussi simple que ça. C'est un événement planétaire. Il y a eu des queues, souvenez-vous, monstrueuses devant les Apple Store. Mais ils en ont vendu que 200 000 exemplaires et 3 premières semaines, ce qui peut sembler beaucoup, mais par rapport à aujourd'hui, c'est presque une bouchée de pain. Non, mais c'était pas un démarrage en fanfare. Mais c'est vrai que il y avait une grosse attente. Mais le modèle économique, le modèle de dire, on ne fait pas de prime opérateur, c'est quand même difficile. Il fallait vraiment mettre 500 € dans un téléphone, Oui, puis ça fonctionnait pas avec tous les opérateurs. C'était vraiment pas dans le code, en Europe en tout cas, des consommateurs. Il faut juste imaginer, moi je me souviens du premier que j'ai eu, c'est que on était déjà engagé avec son opérateur.
Parce que ça paraît complètement anodin. Donc, à partir du moment où on commençait déjà à devoir continuer de payer son abonnement téléphonique, on n'allait pas prendre ce téléphone-là. Donc, il aura fallu quand même que ça soit plus uniquement entre les mains d'Orange pour que l'iPhone prenne vraiment son envol. Oui, parce pas que mal d'opérateurs ont porté plainte pour abus de position dominante ou concurrence déloyale. Non, mais même quand tu avais renouvelé déjà avant ton téléphone, tu avais encore plus d'un an où tu devais de toute façon impérativement payer c'est vraiment ton abonnement, tu n'avais pas le choix. Donc forcément, ça n'a pas permis à l'iPhone de décoller aussi vite que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, le décalage n'a pas été immédiat, Monsieur X, d'autant plus qu'on l'a oublié. Steve Jobs, allez, quelques mois après la sortie au mois de septembre, il était sorti en juin 2007, en septembre 2007, à la surprise générale, il a baissé drastiquement le prix de l'iPhone 8 Go de $200 en passant de 599 à 399, c'était du jamais vu. Et puis hop, le 4 Go a été carrément abandonné. Ça montrait qu'il fallait vraiment pousser. Et à cette époque, Apple n'avait pas peur de baisser ses prix, Monsieur X. Oui, mais je crois surtout c'est qu'il y avait eu un tel engouement sans pour autant pouvoir vendre des produits, parce que ça a été dit, je crois, par Julien. Le produit a été disponible très péniblement pays après pays. D'abord les États-Unis, après l'Europe, Angleterre, je me souviens bien, Allemagne, France. Voilà. Donc c'était très très lent. Il a fallu attendre le mois de décembre pour la France. Ouais. Il y a un énorme succès à venir, mais il a des défauts, pas la 3G. Donc le produit suivant était, à mon avis, déjà dans les cartons prêts à sortir. Mais comme ils avaient eu beaucoup de succès, beaucoup de demandes, ils en avaient commandé. Et moi, je pense qu'ils ont eu peur de se retrouver avec trop de stock de l'ancien pour le décollage du nouveau. Et voilà, peut-être que la logistique, là, les prévisions de vente n'ont pas été tout à fait exactes, mais bon, c'était compliqué sur cette nouvelle catégorie de produits. Et donc, pour une des premières fois, quasiment au milieu de vie du produit, ils ont baissé le prix. Et ça a marché parce que le produit suivant était encore mieux, et ça a participé aussi un petit peu à entretenir le bruit autour de l'iPhone. Mais c'est vrai que c'est quasiment cette baisse de prix unilatérale, un truc unique dans l'histoire d'Apple. Voilà, et puis pour vous donner une idée, malgré tout, l'objectif de Steve Jobs de 1% de part marché a été atteint très rapidement. Bref, rappel, regardez ce slide. En 2007, l'année où l'iPhone sort, en début d'année, Nokia domine le marché de la téléphonie, non pas du smartphone, avec 38% de part de marché. Motorola est deuxième avec 15%, Samsung troisième déjà avec 14%, Sony Ericsson à 9% quatrième, LG cinquième avec 7%, et les autres, dont BlackBerry et pas mal de smartphones et Microsoft, se partageaient 18% de part de marché. Puis l'iPhone est arrivé. Premier trimestre, il s'en est vendu, on l'a dit, 270 000, mais c'est quoi? Ça correspond à un mois de vente, ce qui est pas mal. Trimestre suivant, le trimestre de l'été, ils en ont vendu 1,1 million, ce qui était vraiment pas mal pour Apple. Le trimestre de Noël, 1,70 million. Le trimestre qui a précédé l'iPhone 3G, ils en ont vendu plus que 720 000. Par contre, quand l'iPhone 3G est arrivé, ce qui manquait essentiellement, ils en ont vendu 6,8 millions. Donc on voit bien que la 3G était important, et puis l'App Store est arrivé, donc ça a tout changé. Et donc les parts de marché ont été redistribuées. Et sur le marché du smartphone, le Symbian, souvenez-vous de Symbian, c'était le système d'exploitation de Nokia pour les téléphones smartphones de l'époque. Il était encore leader avec 63,5% de marché. Microsoft était toujours deuxième avec 12%. Et puis on a vu arriver BlackBerry troisième avec 9,6%. Linux également partageait la troisième place avec 9,6%. Et puis macOS 10, puisque c'était macOS 10 mobile, c'est comme ça qu'on appelait iOS à l'époque, est apparu tout d'un coup avec 2,7% de marché en quelques mois seulement. C'est assez unique dans l'histoire de la tech, un tel développement. macOS 10 passe de 8,2 passe de 2,7 à 8,2% l'année suivante, 245% de croissance du jamais vu. C'était qu'un début. On a vu que BlackBerry a suivi, et puis BlackBerry après a eu plus quelques difficultés. Nous y reviendrons en détail la semaine prochaine. Vous êtes d'accord, parce qu'il y a des centaines de choses à dire, des heures d'émission qu'on pourrait faire sur l'iPhone. Était très long ce soir, on a pris beaucoup de plaisir. En attendant, on passe à nos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par les Monsieur X. Alors moi ce soir, Olivier, j'ai deux coups de cœur. Une application que j'ai testée à Noël et avec laquelle je me suis beaucoup marré, et qui s'appelle en anglais dans le texte Elf Yourself, ça veut dire transforme-toi en elfe. Alors c'est une application toute bête à laquelle... Je ne sais pas ce que vous avez pris à Noël, je suis très inquiet. Mais bon. Tu te prends en photo comme ça, sous différentes formes, jusqu'à 5 photos différentes, et puis tout simplement ton portrait va être incrusté après 30 secondes de moulinage sur ton iPhone préféré, dans une vidéo où tu es transformé en elfe, et tu vas danser, et ça va être transformé en carte postale, et tu peux envoyer ça pour tes bons vœux. Donc là, on est le 31 janvier, c'est un peu tard. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Vous avez 11 mois pour vous préparer.
et vous marrez pour l'année 2018. Alors, il y a des tas de vidéos dans lesquelles vous pouvez incruster votre visage. Il y en a 3 ou 4 qui sont gratuites, et puis après, vous pouvez en acheter comme traditionnellement ça se fait, pas mal payantes. Rigolade assurée, Health Yourself, on vous met évidemment le lien de téléchargement. Pour finir, une enceinte Bluetooth pour la douche pour l'iPhone. Ça, c'est un des cadeaux de Noël de ma fille aînée. Indispensable. Maintenant, il est étanche. Ouais, elle est étanche. Et ça s'appelle l'Aquatune, et c'est un partenariat entre Gros E. Vous connaissez Gros E, je ne sais pas si je le prononce bien, ce fabricant de pommes de douche. Pommes de douche. Ah oui, Greux, oui, d'accord, la marque germanique. Ouais. Qui a passé un partenariat avec Philips, et on fait ce produit qui s'appelle l'Aquatune de Gros E, 4,2 sur 5 en termes d'avis clients sur Amazon, par exemple, donc plutôt un bon produit. Ça se met en fait sur la barre de la pomme de douche, ça se connecte comme traditionnellement au Bluetooth de votre iPhone ou votre smartphone préféré. Et pourquoi elle est bien? Parce que, c'est vraiment étanche, testé et approuvé par des enfants, ça c'est important. Et 2, le son est juste terrifique, quoi. Vous transformez votre douche et votre salle de bain en boîte de nuit. C'est indispensable. Quand on est jeune et qu'on a, on va dire 12, 13 jusqu'à 25 ans. Et on ne risque pas de s'électrocuter, ce qui est très important. Merci, Monsieur X. Fanny, ton coup de cœur ce soir. Regarde, moi. Tadam. C'est un petit boîtier. Non, regarde, c'est une paire de lunettes pour les fans des réseaux sociaux. Ouais. Alors, comment ça marche, Fanny? Regarde, tu les mets et là, tu appuies sur le petit bouton et tel James Bond, tu filmes. D'accord. Voilà. Et donc après, tu les récupères directement dans ton smartphone et tu les publies sur Snapchat. Et puis tu peux les balancer après sur Twitter, sur Facebook, sur ce que tu veux. Il y a deux caméras? Non, tu as une caméra qui est là à droite. Et là, tu as le voyant de batterie qui indique aussi aux gens que tu les filmes. Ça clignote discrètement. D'accord. Tu ne peux pas le faire quand même trop intrusif non plus. Et j'avoue qu'elles sont très bonnes lunettes de soleil. C'est par exemple quand tu fais un unpacking de produits. Tout bêtement, tu vois, regarde, je peux filmer mes deux mains, j'ai les deux mains libres. T'es pas en train de tenir ton smartphone, de chercher un pied. Bonheur pour l'unboxing. Quand tu skis, quand tu fais tout un tas de trucs où tu as besoin d'avoir les mains libres. Et tu fais tes unpacking avec des lunettes de soleil, donc. Maintenant, pas bien. Maintenant, oui. Mais sache que bizarrement, attends, je vais prendre ta décence, Fanny. Vu qu'il n'a pas de coup de cœur ce soir, il n'a pas intérêt à la ramener de Julien. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Laisse-le, il est jaloux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'ai ces lunettes-là, parce que je me suis démerdée pour les avoir très tôt en France, parce qu'elles sont toujours pas arrivées en France. Il y a un marché noir qui est en train de se mettre en place, sachez-le. Comme l'iPhone en son temps, souvenez-vous. C'est de la vente en sortie de métro, en cash, tu sais, en douce sous le manteau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vues, ne serait-ce que sur Instagram, juste parce qu'il y a un petit cercle blanc qui indique que ça a été filmé avec ces lunettes-là, mes vidéos font x10 de plus de vues qu'une vidéo classique, qui est exactement la même que ce que je filmerais sans ces lunettes-là, parce qu'il y a le petit phénomène de mode. Donc quand tu es influenceur, c'est pas con de les avoir parce que ça fait augmenter tes stats. Voilà. Bon, on va voir si tu vas réussir à m'influencer et acheter ces lunettes. Merci Fanny. On va continuer. Qui j'ai oublié? Christophe, bien sûr. Bon, je savais pas que Fanny allait parler aussi des spectacles. Elles sont en bleu. D'accord, c'est un complot. Je voulais en bleu. Alors, par contre, ce que je peux dire, parce que c'est discret, Et elles existent aussi en rose et en rose. Mais voilà. Non, ce que je peux dire, moi, je les ai parce que voilà, j'aime bien travailler pour quelques marques et voir les usages qu'on peut en avoir. Mais la cible, c'est les 12-24 ans. Hein. Donc, lunettes de soleil. Juste l'âge de Fanny. Voilà. Non, pas oui, tout à fait. Ouais, ils distribuent ça quand même dans des distributeurs. La distribution marketing est exceptionnelle. J'ai fait un post sur Service Mobile qui explique un petit peu comment ça se passe. Ça vaut cher? Ils mettent sur leur site. Comment? $150. Voilà, moins cher même, $130. Ça dépend des États où il y a des taxes, etc. On a des Ray-Ban, hein. Ouais, absolument. Mais voilà, en termes de distribution, c'est brillant. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que les usages des jeunes, des 12-24 ans, je pense qu'ils vont faire un carton. Et donc, il y a un petit software qui est embarqué dedans.
Et ce software sera mis à jour. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont apparaître au fil des mois, quoi. Bon, on va essayer d'essayer. Sur Bluetooth et Wi-Fi, tu récupères quand même les vidéos en HD. C'est pas top, mais c'est quand même déjà pas mal pour la Est-ce qu'ils sont meilleurs que les photos avec le premier iPhone ou pas? Parce que je suis un peu... Ah, mais grave! Mais Il n'y a pas photo, justement. Hein, si il n'y a pas photo, bon bah alors. Allez, pour conclure, on va enfin conclure cette émission parce que je ne vois plus la fin. Quel est ton coup de cœur? Tu sais qu'il sous la douche avec ses lunettes? Non, il fallait avoir un coup de cœur pour pouvoir parler à la fin de l'émission, monsieur Julien G. La prochaine fois, il faudra un coup de cœur. Oui, quel est ton coup de cœur, Thierry? Excuse-moi. Moi, c'est toujours la recherche de l'usage de mon stylet pour l'iPad Pro. Ouais. Et là, l'application phare, là, c'est... Toi, tu crois... voilà, tu as eu ta revanche, le stylet est de retour chez Apple. Non, l'application s'appelle Nebo. D'abord, c'est français, monsieur. Ouais. Et c'est spectaculaire. C'est-à-dire que jusqu'ici, avec sur les surfaces, on arrivait à avoir une qualité de reconnaissance d'écriture qui était vraiment extraordinaire. C'est l'écriture scriptive, c'est-à-dire Oui, tu écris... écriture cursive. Cursive, voilà. autant pour moi. Donc, on rédige tranquillement et puis on appuie sur un bouton. Comme feu le Newton. Voilà, et là, ça marche vraiment. De là à penser que ça pourrait être vraiment quelque chose qui devrait être implémenté dans le système, notamment pour enrichir un Word ou des choses comme ça. Apple est un peu dessous de côté, ils peuvent se payer une boîte. Une petite voilà, donc ça s'appelle Nebo, c'est français, et ça doit être effectivement je vais essayer sur le marché. Sur mon iPad tout de suite, là, juste après la fin de cette émission. De mon côté, c'est plus terre à terre. Regardez, c'est le dernier casque de chez Libraton s'appelle le Q-Adapt. C'est un modèle intra-auriculaire. On vous a présenté dans l'émission de Noël la version sans fil supra-auriculaire, donc on met sur les oreilles. Celui-ci est un intra et la particularité c'est que c'est des intras très importants à réduction de bruit et c'est les premiers intras à réduction de bruit du marché équipés d'une prise Lightning. En clair, vous chargez, vous alimentez le système de réduction de bruit avec la prise Lightning et ça vous évite d'avoir une petite batterie comme sur le Bose. Voilà, et ça coûte 179 € et ça se décline dans toutes les couleurs de l'iPhone. Regarde, celui-ci il est rose, c'est de toute beauté. Voilà, nous sommes arrivés enfin à la fin de ce 251e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez toute l'équipe, on va être un peu moins nombreux la semaine prochaine si tout va bien. On va essayer d'aborder ensemble tout ce qui a fait le succès de l'iPhone, notamment sa genèse, comment il est né. Vous allez voir, on a plein d'anecdotes, notamment avec Jean-Marie Hulot. Et puis on essaiera de comprendre également quel a été vraiment le ressort du succès de l'App Store. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Quant au reste de l'équipe, je vous embrasse. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle saison, cette nouvelle année de Refait le Mac. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.